À Wall Street, alors qu'on était légèrement en territoire positif tout à l'heure, on est légèrement négatif maintenant, moins 0,2% sur le Dow Jones. Grégory Volokin est à New York, président de Mescart Financial Services, pour évoquer avec nous toute l'actualité américaine, économique américaine du moment. Grégory, bien entendu, l'événement, c'est la publication des chiffres de l'emploi américain et des chiffres nettement inférieurs aux attentes pour ce qui est des créations d'emplois, 98 000. C'est ce qu'il faut retenir ou faut aller, vous allez me dire oui, un petit peu plus dans le détail des choses? Je vous dis 3 fois oui, il faut aller beaucoup plus dans le détail parce qu'en fait, oui, ce chiffre est mitigé si on regarde les attentes. Alors, qu'est-ce qu'il faut constater? Il faut constater d'abord que le niveau de chômage aux États-Unis baisse de 4,7% à 4,5% de la population. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire tout simplement qu'il y a plus de création d'emplois que de suppression d'emplois. Deuxième chose qu'il faut dire, c'est qu'au mois de mars, la météo a été très défavorable aux États-Unis, puisque pendant une semaine, on a eu une vraie tempête de neige qui a immobilisé une partie de la côte est des États-Unis. Et on voit dans ces chiffres de l'emploi que les chiffres d'emploi liés à la construction ont été particulièrement faibles, par exemple. Pour le mois de février, il y avait eu 60 000 créations dans le secteur de la construction. Là, il n'y a que 9 000 créations d'emplois. Troisième chose, comme ce sont des chiffres mensuellement volatiles, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder la moyenne sur 3 mois. Moyenne sur 3 mois est supérieure à 150 000 $. Donc, qu'est-ce qu'il faut tirer de ces chiffres? Il faut tout simplement tirer de ces chiffres que plus on va s'approcher du plein emploi aux États-Unis, moins il va y avoir la possibilité de créer un grand nombre d'emplois. Donc les chiffres de création d'emplois ne vont pas continuer à être à 200 000 ou à 300 000. Par contre, pour attirer des nouveaux employés, il va falloir payer des salaires plus élevés. C'est ça qui se voit et c'est ça que la Réserve fédérale regarde avec ses hausses annuelles maintenant de 2,2 à 2,3% des salaires. Donc c'est un bon chiffre, qui confirme que le marché de l'emploi est sain et c'est ce que le marché retient. Et d'ailleurs, le dollar, qui aurait pu baisser sur ce genre de chiffres, au contraire, s'est renforcé. Il a baissé au début, mais il s'est renforcé depuis. Donc la pression baissière que l'on a sur les indices américains, c'est quoi? C'est le risque d'un, on va dire, d'un embrasement au Moyen-Orient avec ces frappes américaines sur la Syrie. Comment est-ce qu'on en parle à Wall Street de cela? Écoutez, je crois que ce qu'on peut dire surtout de ces frappes, c'est que c'était une bonne opération de relations publiques. Donald Trump a réussi à mettre de son côté même les gens qui s'opposaient à lui à l'intérieur de son parti, et il a réussi à mettre de son côté beaucoup d'États qui se sont exprimés et qui jusqu'à maintenant n'avaient pas été particulièrement chaleureux avec Donald Trump. Donc ce qu'on voit ici à Wall Street, c'est que c'était ce qu'on appelle le one shot, c'est-à-dire que on ne voit pas vraiment qu'il y aura une suite à ces frappes militaires. Donc il n'y a pas une inquiétude par rapport à un embrasement en Syrie. Et d'ailleurs, si vous regardez le secteur de la défense, qui en général participe et profite énormément dès qu'il y a des tensions militaires, 0,7-0,8% de hausse sur des actions telles que Lockheed Martin ou Raytheon, nous montre qu'on ne croit pas donc à la contagion, en tout cas pour le moment. Bon, très bien, Grégory Volokin, merci. Vous restez avec nous, on se retrouve dans moins d'une demi-heure pour un nouveau point, cette fois sur l'actualité entreprise à Wall Street avec Grégory Volokin qui nous attend chez Mescart Financial Services. Grégory, il semble, d'après Bloomberg, que Altis, la filiale américaine d'Altis plus précisément, prépare une introduction sur le marché américain. Pour quelle raison et comment ça se ferait? Oui, alors la raison n'est pas trop compliquée. L'acquisition ou les acquisitions qu'avait fait Altis aux États-Unis sont un grand succès. Ils avaient racheté Cablevision, CableLink, et actuellement ces deux compagnies ont un chiffre d'affaires de plus de 8 milliards de dollars par année dans un univers en pleine expansion et en pleine consolidation. Le câble, ça marche très bien aux États-Unis. Et puis vous avez ces fusions-acquisitions. AT&T avait racheté DirecTV, Charter Communication avait acheté Time Warner Cable, donc ça veut dire que les multiples sont élevés. En plus, pour Altis, il y aurait quelque chose d'assez facile à faire, c'est que le plus gros actionnaire de leur filiale américaine, c'est un fonds de pension canadien,
et une compagnie d'investissement qui s'appelle BC, et qu'à eux deux, ils détiennent plus de 30% du capital. Et on apprend que ces deux compagnies seraient d'accord tout simplement d'utiliser les actions qu'elles détiennent du capital pour l'introduction en bourse. Donc Altis, en fait, pourrait mettre une introduction en bourse de 20% de ses activités aux États-Unis sans avoir eux-mêmes à émettre des actions. Donc c'est une affaire qui semble être bien engagée. En tout cas, c'est les sources de Bloomberg qui le disent. Et c'est tout à gagner, je dirais, pour Patrick Drahi, car vraiment l'environnement pour le câble aux États-Unis est excellent en ce moment. Très bien. Bon, ça redevient excellent parce qu'il me semble qu'il y a quelques mois, c'était plutôt difficile pour les opérateurs câblés, que c'était plutôt les entreprises faisant du streaming qui leur prenaient des parts de marché. Ça y est, ça s'est stabilisé ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, pour le moment, le streaming est plus un risque pour des compagnies de télévision, par exemple, ou pour des compagnies telles que Walt Disney, qui ont les chaînes de sport, ESPN. Le câble, quand même, c'est ce que vous êtes obligé pour le moment d'avoir si vous voulez de l'internet à haut débit. Donc, même si vous achetez pas forcément les programmes de télévision, pour le moment, le câble, il est pratiquement incontournable si vous voulez avoir l'internet chez vous. Donc, on peut vraiment dire que cette position qui est très solide pour les Comcast, pour les Cablevision, qu'elles soient publiques ou privées, est appelée en tout cas pour ces prochaines années à continuer. Très bien. On reste dans l'univers technologique, Grégory, avec Twitter qui attaque en justice le Homeland Department. Pour quelle raison ? Oui, le Homeland Security, donc c'est assez compréhensible. Il y a un employé de ce Homeland Security, d'une agence du Homeland Security qui s'appelle Citizenship and Immigration Department, qui a un compte Twitter. Mais il n'a pas ce compte Twitter sous son nom, il a un compte Twitter qui s'appelle alternatif, d'accord, USCIS, donc le nom de son administration. Donc c'est un employé de l'administration de l'immigration et anonyme, et évidemment c'est pas forcément un grand fanatique de Donald Trump. Donc il publie des observations, pas des secrets, des observations qui lui sont personnelles, qui sont peut-être vraies d'ailleurs. Par exemple, au mois de janvier, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit c'est intéressant, 40% des émigrés illégaux aux États-Unis qui restent après que leur visa se soit terminé, ces 40% ne viennent pas du tout du Mexique, ces 40% viennent de pays développés comme l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Australie. Donc, le département de l'immigration a reçu, je pense, un téléphone de la Maison-Blanche en disant mais qu'est-ce que c'est ces employés déloyaux qui sont en train de parler et qui sont en train de donner des opinions négatives sur l'administration. L'administration demande à Twitter de révéler qui est derrière ce compte Twitter qui aujourd'hui a 86 000 personnes qui le suivent, donc c'est pas rien. Et Twitter, évidemment, ils disent non, parce que la liberté d'expression aux États-Unis, qui est garantie par le premier amendement de la Constitution, c'est important, mais aussi pour Twitter. Il faut pas oublier que Twitter, c'est le dernier réseau social où on peut être totalement anonyme, derrière lequel on peut être anonyme. Donc, protéger ça, c'est quand même protéger aussi, d'une certaine façon, leur business model. Donc là, je pense de toute façon, ils devraient absolument réussir à convaincre la Cour de laisser tomber cet appel en justice du département de Homeland. Et je dirais que là, il faudrait qu'on soit tous du côté de Twitter pour défendre la liberté d'expression. Quelle histoire, dites-moi. Grégory, on va se projeter un petit peu la semaine prochaine. La saison des résultats va reprendre. Qu'est-ce qu'on peut en attendre côté américain ? C'est une saison un peu particulière parce que en général, on a beaucoup de compagnies qui, avant cette saison des résultats, font ou bien des avertissements en disant oh attention, on va pas avoir des bons résultats, ou bien au contraire font des guidances en disant on va être mieux que prévu. Alors que là, historiquement, on est au niveau de ce qu'on appelle donc ces révélations dans la pré-saison, au niveau le plus bas. Donc c'est-à-dire qu'on rentre dans cette saison des résultats sans avoir trop d'indications de ce qui va se passer. Alors qu'est-ce qu'on attend ? Justement, c'est là que ça devient intéressant.
intéressant, on attend quand même une forte hausse des profits des compagnies, puisqu'on attend une hausse, et ça c'est le consensus des analystes, de 9,2% sur le premier trimestre. L'autre chose que l'on sait, c'est qu'en fait les compagnies, quand elles savent qu'elles vont décevoir, en général s'expriment en avance, parce qu'autrement le choc est trop important et leur action se fait détruire. Donc qu'est-ce qu'on attend de cette saison des résultats? On se dit ces 9,2% de hausse en fait pourraient même être battus, puisque les compagnies n'ont pas fait de mauvaise guidance. Alors ça c'est une des choses qu'on attend. Et puis l'autre chose qu'on attend, c'est est-ce que les compagnies vont continuer à exprimer leur confiance dans l'avenir au niveau des baisses d'impôts. C'est extrêmement important pour les compagnies, mais évidemment, ce plan de baisse d'impôts de l'administration Trump n'en est qu'à ses balbutiements. Pour le moment, on n'est pas encore arrivé à un accord, ni à l'intérieur de l'équipe Trump, ni avec la majorité au Parlement. Donc, l'autre chose que moi j'attends vraiment, c'est de voir si la confiance de ces chefs d'entreprise reste dans le programme futur ou le programme économique de Donald Trump. Si on a les deux, à la fois la confiance dans l'avenir et des résultats meilleurs que prévu, ça nous indiquera peut-être la prochaine raison pour ces indices de montée, alors qu'actuellement ils font un peu du surplace. Très bien. Et qui ouvre le bal? Je crois que c'est plus Alcoa depuis quelques temps. Non, à ma connaissance, ces deux banques, ça doit être ce sont les financières Morgan et Morgan Stanley. En tout cas, c'est les financières qui commencent absolument. Et là, ça va être aussi intéressant puisque pour les financières, c'est un autre problème. Les taux d'intérêt n'ont pas monté comme on attendait, ils ont un peu baissé. Les volumes sont pas très importants. Ça va être assez intéressant de voir comment elles se comportent en ce moment. Très bien. Grégory Dworkin, merci pour ce point. Ces 2 points fort complets puisque vous avez été en direct avec nous à 2 reprises aujourd'hui encore, président de Mescar.